Bonjour Pierre-Olivier Drège. Bonjour. Alors, vous êtes en ce moment directeur général de l'Association générale des producteurs de blé, Oui. mais vous avez été avant, pendant de 98 à 2003, directeur général de l'ONIC. Alors, on va d'abord parler de l'ONIC et puis on parlera de la GPB ensuite. L'ONIC, c'est un mythe. Ça a été d'abord l'ancêtre, mais ça a été tellement important que finalement, c'est une référence que tout le monde a dans la tête. Oui, absolument. J'ai eu la chance de passer 5 ans à la direction générale de l'ONIC. Et c'était vraiment un moment exceptionnel parce que l'ONIC est effectivement un organisme extraordinaire. Il a été conçu par le Front populaire en 1936, mais en fait il a commencé vraiment à œuvrer en 1945 sous le gouvernement du général de Gaulle. Et on lui a fixé un objectif immédiatement, c'est celui de faire passer la France d'une situation de pénurie en céréales, à une situation où la France serait capable de nourrir sa population. Et le défi a été relevé. Alors ça a été fait dans un temps record, puisque dès 1953, c'est-à-dire 8 ans plus tard, eh bien, la France était devenue autosuffisante en céréales. La France produisait même un peu plus, et ça n'a pas cessé depuis 1953. Alors pourtant, le paradoxe, c'est qu'à l'origine, il y a eu beaucoup de polémiques et les producteurs n'étaient pas favorables. Oui, on peut le présenter comme ça, mais en fait, ça a été une construction absolument de génie, parce que ça a consisté à mettre ensemble, dans un lieu clos, entre guillemets, à la fois les producteurs, leurs représentants, les meuniers, les utilisateurs, et l'État, en disant « vous allez être le lieu où on va concevoir, on va construire, on va co-gérer le développement agricole français en matière de céréales ». Alors vous utilisez un mot co-gérer, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y a eu la co-construction, mais en fait les gens se sont parlé et on fait en sorte que ça fonctionne. Exactement. Et en réalité, le résultat, ça a été une modernisation de l'agriculture française en un temps record, et on est sorti d'une situation, je dirais, de pénurie qui dépendait du plan Marshall, dans une situation en 1953 et après, où la France devient une grande puissance agricole, à la fois capable de nourrir sa population, capable de nourrir ses voisins en Europe, et puis maintenant capable d'exporter. Alors ça a été un outil de régulation, d'intervention fantastique. Alors, absolument. Ce qu'on a inventé, finalement, c'est une organisation où on fixait un prix de référence qui était suffisamment haut pour permettre aux producteurs d'avoir une visibilité, pour être à l'abri des risques les plus importants, de pouvoir investir, de pouvoir se moderniser, et en même temps, un prix qui soit suffisamment bas, entre guillemets, pour répondre au souci de nourrir la population. Vous comprenez que des gens soient nostalgiques de l'ONIC? Je ne pense pas qu'il faille être nostalgique, il faut essayer de se projeter sur l'avenir. Mais je peux vous raconter une histoire. Quand j'ai pris mes fonctions, c'était en 1998, au printemps 1998, au mois de mai. Les choses allaient bien, la campagne se déroulait normalement, la plaine était belle, et on se préparait à un été à la fois actif, mais je dirais normal. Et puis, tout d'un coup, au mois de juin, on a commencé les moissons, les orges, et puis ensuite quelques blés dans le sud-ouest. Et puis immédiatement on s'est dit tiens, les rendements sont plutôt bons, mais c'est pas représentatif. Donc on a lancé les experts de l'ONIC sur le terrain pour essayer de voir ce qu'il en était. Et effectivement les rendements se préparaient à être plutôt bons. Et dans les premiers jours du mois de juillet, il s'est avéré que de bons on allait atteindre la récolte exceptionnelle de 1998, c'est-à-dire la récolte du siècle, puisqu'on était en 98, la récolte du millénaire. Et effectivement, on a produit plus de 38 millions de tonnes de blé cette année-là. Et bien sûr, c'était une bonne nouvelle, dans un premier temps, et ensuite, bien sûr, une cascade de problèmes. Alors cette cascade de problèmes, oui, parce que sans l'ONIC, ça aurait pu être une très mauvaise nouvelle. Ça aurait pu être une très mauvaise nouvelle. Sans l'ONIC. Et c'est quelque chose, finalement, c'était une année qui ressemble un peu à cette année 2015 qu'on vient de vivre, et cette année de commercialisation qu'on vit en ce moment. Et que s'est-il passé? On était dans une situation où il y allait avoir des problèmes pour loger la collecte, la récolte, pour également des problèmes de marché, avec des prix qui risquaient de s'effondrer. Et il fallait, en un temps record, arriver à remobiliser
des outils qui avaient été mis un peu de côté depuis la réforme de la PAC de 1992, les réhabiliter et surtout trouver de la place pour loger la récolte. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est, avec le président du Conseil central de l'ONIC, Christian Lapointe, à l'époque, on a véritablement sonné... le tocsin non, pas le tocsin. De le rappel, en tout cas. Le rappel de toutes les forces de la filière, oui, de l'État. Et on a fait le point dès le mois de juillet pour savoir ce qu'il fallait faire. Et il s'est avéré qu'il fallait d'abord trouver où loger la moisson. Et pour cela, mobiliser toutes les capacités disponibles, y compris en Belgique. Et puis surtout, construire des nouveaux silos. Et c'est ce qu'on a fait avec un plan silo extrêmement ambitieux de 2,7 millions de tonnes qu'il fallait construire dans les mois à venir. Et je me rappelle très bien, un soir du mois de juillet, j'avais été convié par le préfet de Chartres en Eure-et-Loir, Pierre Mongin, qui avait réuni l'ensemble des partenaires de la filière de Beauceronne sur place, le directeur général de l'ONIC, et qui a posé la question, messieurs, est-ce que vraiment on va avoir des problèmes? Alors tout le monde a dit, oui, monsieur le préfet, on va vraiment avoir des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y en ait le moins possible? Il faut construire des silos. Peut-on construire des silos en quelques semaines, en quelques mois? Réponse, oui, c'est possible, à condition que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire les organismes stockeurs, les coopératives, les négociants, également les services de l'État, c'est-à-dire vous, monsieur le préfet, vous mobilisiez vos services pour qu'on puisse avoir une délivrance de permis de construire dans le minimum légal possible. Et c'est ce qui a été fait. Et dans les 8 jours, les premiers permis de construire ont été déposés. Ils ont été instruits en quelques semaines. Et dès l'automne, il y avait déjà des silos qui étaient sortis de terre. Et on a pu ainsi loger la moisson, loger la récolte, non seulement celle-ci, mais celle qui venait après. Parce que bien sûr, avec les stocks de report, c'était un enjeu sur 2 ans. Alors l'Office a permis de faire face. Avec le recul et dans le diagnostic que vous faites, quelles étaient les qualités de l'ONIC qui ont permis finalement de résoudre ce qui aurait pu être une crise et en fait qui s'est très bien passé? Je pense que d'abord, c'était un lieu où tout le monde se retrouvait. Et c'était un lieu où on pouvait s'auto-saisir des enjeux de la filière. À l'époque, c'était la cohabitation. Jacques Chirac était président de la République, Lionel Jospin Premier ministre, Louis Lepinsec ministre de l'Agriculture, Dominique Voynet à l'environnement. C'était pas un contexte extraordinairement favorable pour prendre des décisions extrêmement rapides et en plus pour intéresser le gouvernement aux enjeux céréaliers, il faut bien le dire. Eh bien, parce qu'il y avait l'ONIC, parce qu'il y avait cet endroit où on pouvait focaliser à la fois l'analyse et les propositions et la mise en œuvre ensuite opérationnelle, eh bien, on a pu répondre à la question posée dans une année totalement exceptionnelle et finalement passer ce seuil et faire qu'ensuite cette capacité de produire de la France devenait une force dans le cadre de la nouvelle PAC après 92, c'est-à-dire une France qui exportait de façon structurelle et sans aide publique. Alors on va parler d'aujourd'hui. Maintenant, vous êtes directeur général de l'Association générale des producteurs de blé. Quel regard vous portez, puisque tout a changé, sur FranceAgriMer? Alors oui, effectivement. Après ça, j'ai pris un peu de recul pendant 7 ans en m'occupant tout à fait autre chose, de la forêt. Et puis en 2010, je suis revenu comme directeur général de l'autre côté, je dirais, du côté des producteurs du groupe céréalier Unigrain, que je dirige, le groupe céréalier. Eh bien, bien évidemment, les choses ont beaucoup changé. Parce que FranceAgriMer, d'abord, c'est l'ensemble des productions. Alors, on peut dire que c'est un atout, parce qu'effectivement, on a une vision horizontale de toute l'agriculture française. Ça, c'est un atout. Par contre, des missions qui étaient celles de l'ONIC ont été retirées. D'abord, la mise en œuvre de la politique agricole européenne a été transférée pour l'essentiel, notamment pour les paiements, à l'ASP, à l'agence de paiement. Et puis, je dirais qu'on a un peu le sentiment, j'ai eu le sentiment en revenant dans ce qui est maintenant, non plus le conseil central de l'ONIC, mais le conseil spécialisé céréales de FranceAgriMer, à une certaine dilution des responsabilités, il faut bien le dire. Et donc c'est sans doute plus difficile. Il y a des atouts, mais c'est plus difficile. Mais par contre, ça n'est pas impossible. Et ce qu'on a essayé de faire, par exemple, avec Rémi Aquin. Rémi Aquin, c'est l'actuel président du Conseil spécialisé céréalier. C'est l'équivalent de l'ancien président du Conseil central de l'ONIC. Et Rémi Aquin, qui est un producteur du bassin parisien, on a essayé de se saisir
des problèmes du moment, des problèmes stratégiques du moment. Quels sont-ils ? Finalement, pour la filière céréalière, et d'ailleurs pour toute l'agriculture française aujourd'hui, c'est comment à la fois produire, et même produire plus pour répondre aux défis alimentaires mondiaux, et simultanément prendre en compte les besoins des clients, produire mieux en qualité, et mieux également sur le plan environnemental, c'est-à-dire diminuer notre empreinte environnementale. Alors on va parler de ces défis, mais d'abord, souvent quand on dit FranceAgriMer, on dit oui, il y a des atouts, vous les avez évoqués, mais on dit il y a une force de frappe, il y a plus de moyens, il y a une expertise, il y a une capacité à exporter, etc. Est-ce que ça ne compense pas ce que vous qualifiez tout à l'heure de dilution de la capacité d'agir ? Je pense que à FranceAgriMer, il y a de vraies compétences. C'est un organisme où il y a de vraies compétences dans les différentes filières, et donc il y a une capacité d'analyse. Ce qu'il faut, c'est que cette capacité d'analyse, elle soit utilisée, qu'elle soit utilisée par l'ensemble des partenaires de la filière, dans le secteur économique, producteurs, transformateurs, exportateurs, qu'elle soit utilisée également par l'État, et le tout dans un même lieu. C'est-à-dire que finalement, on utilise cette expertise pour en faire quelque chose, pour faire des propositions, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors, et pour nous, c'est produire plus, produire mieux. Soyons clairs, ça veut dire que pour l'instant, ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le fait que se retrouvent au même endroit des producteurs de l'ensemble de la filière et les pouvoirs publics, ça joue pas le rôle que ça pourrait agir, que ça pourrait faire. Je pense que ça pourrait aller plus loin surtout, parce qu'il y a une capacité fantastique et il faut simplement l'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, le monde est plus complexe, il y a d'autres lieux où des enjeux importants se discutent, mais il est possible aussi de préparer les décisions à FranceAgriMer et ensuite les projeter dans les centres de décision qui sont aujourd'hui plus nombreux qu'ils l'étaient à l'époque. Et donc ça, c'est un rôle, c'est une mission qui peut être pour demain celle de FranceAgriMer. Alors parlons des défis que vous évoquiez tout à l'heure. Le premier défi, c'est la qualité. La qualité à un prix compétitif. Est-ce que là, la filière céréalière est capable d'avoir des produits de qualité et qui soient compétitifs et exportables ? Alors oui, la réponse est oui, et parce que l'enjeu c'est, et cet enjeu stratégique il a été discuté, défini à FranceAgriMer sous la présidence de Rémi Aquin, produire plus et produire mieux. Produire mieux, effectivement vous avez raison, c'est d'abord la qualité, parce qu'aujourd'hui on a des clients en France, en Europe et dans le monde, et ils ont des exigences. Je vais prendre un exemple, la qualité en matière de protéines. La protéine, c'est important pour les céréales parce que d'abord, c'est nécessaire pour faire du bon pain, c'est nécessaire d'avoir des taux de protéines élevés pour faire de la viennoiserie, c'est nécessaire dans les pays en développement pour assurer une bonne alimentation des populations qui souvent n'ont pas beaucoup d'autre chose que du pain pour leur alimentation, et c'est le cas notamment en Égypte et dans l'Afrique du Nord. Eh bien, donc la protéine, c'est important. Mais la protéine, le blé français, a un taux de protéines qui n'est pas très élevé parce que comme on a une production importante, des rendements importants, on a des taux de protéines qui sont un peu au-dessus de 11. Or le marché mondial, lui, il demande 12 couramment et nos compétiteurs de la mer Noire, des pays à climat continental, fournissent, je dirais, facilement un taux de protéines de 12. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Surtout d'abord pour commencer, il faut éviter que notre taux ne s'effrite. Or, il s'effrite. Il s'effrite pourquoi ? Il s'effrite notamment à cause de la prise en compte de contraintes environnementales pesant sur les engrais azotés. La directive nitrate pour ceux qui connaissent cette formule. Et avec la directive nitrate, ce qu'il faut, c'est éviter à tout prix de faire ce qu'a fait le Danemark, c'est-à-dire mettre une limitation aveugle et dire après, les agriculteurs se débrouilleront bien. Et ce qui s'est passé au Danemark, c'est qu'au bout de 5 ans, il n'y avait plus une tonne de blé panifiable au Danemark. Donc il faut commencer par éviter que ça s'effrite. Et ensuite... Une question. Quand on dit, parce qu'on entend souvent les agriculteurs dire les normes, là vous nous donnez un exemple précis de la contestation des normes. Exactement. Il ne faut pas fixer des normes coercitives, il faut fixer un objectif. Cet objectif, c'est qu'il n'y ait pas de fuite de nitrate dans les eaux, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut apporter à la culture tout l'engrais qui est nécessaire et le faire dans des conditions où cet engrais
sert à nourrir la plante et non pas à partir dans le milieu. Et pour ce faire, il faut fractionner les apports, il faut faire ça avec des outils modernes, avec de l'innovation technologique et apporter l'engrais qui est immédiatement absorbé, transformé en rendement, transformé en protéines. Et là, on a gagné. Ce qui veut dire que si je vous comprends bien, que les contraintes environnementales ne sont pas contradictoires avec du blé de qualité et avec un fort taux de protéines. Exactement. Et là, à FranceAgriMer, on a monté un plan protéines. On a, dans le même temps, on a mis en place une grille de classification des blés où, pour permettre de lire ce qui se passe sur le marché véritablement. Il y a une grille de classification maintenant incorporant la protéine. Et c'est cette action qui a été conduite avec un accord interprofessionnel qui a été signé, validé par le ministre, a complètement fait basculer le paradigme de la gestion des engrais. Au lieu d'avoir une vision coercitive consistant à limiter les apports de façon aveugle, on a maintenant un système qui permet véritablement, officiellement, de faire confiance aux producteurs, de sortir par le haut, d'apporter l'engrais qu'il faut pour produire bien, pour produire plus et pour produire mieux. Si je vous comprends bien, il faut faire confiance au producteur et à être dans la défiance où on va le contraindre ou le surveiller en permanence. Il faut faire confiance aux producteurs, il faut faire confiance à la filière et il faut le faire de façon visible, de façon lisible et de façon transparente dans un lieu qui s'y prête. Et ce lieu, ça a été FranceAgriMer, en liaison d'ailleurs avec l'interprofession privée, intercéréale, les deux ensemble, pas séparément, les deux ensemble. Alors, ça c'était le premier défi, c'est-à-dire la qualité. Il y a un défi de compétitivité aussi. Il faut que les prix soient suffisamment compatibles avec le marché pour que des producteurs ne produisent pas à perte. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on est bien sûr confronté à nos concurrents étrangers, et notamment aujourd'hui, non seulement les États-Unis, l'Argentine, comme traditionnellement, mais aussi les pays de la mer Noire. Et donc, pour pouvoir passer sur les marchés mondiaux, il faut se rappeler qu'on exporte aujourd'hui, c'est un succès, c'est un atout. 50% de notre production de blé, 50% de notre production de maïs est exportée sur pays de l'Union européenne et sur pays tiers. C'est 8 à 10 milliards d'euros d'excédent de balance commerciale tous les ans, et en 7 ans, ça compte. Pour arriver à maintenir ça, il faut bien sûr produire ce qui est demandé et il faut être compétitif en termes de prix. Et pour ça, il faut qu'en France, on ait accès, les agriculteurs, la filière, à tous les moyens de production nécessaires. La génétique, la sélection, l'irrigation si c'est nécessaire, les engrais, les produits phytosanitaires, mais le tout, bien sûr, en respectant les exigences environnementales et de société d'aujourd'hui et pas celles d'hier. Et donc, il faut arriver à faire émerger cela. Il y a un enjeu en ce moment, c'est ce qu'on appelle le plan éco-phyto, les produits phytopharmaceutiques. Comment est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'on essaye d'en utiliser moins et d'en utiliser à bon escient? Eh bien, la réponse, ça n'est pas là non plus, comme pour les engrais, dans la coercition aveugle. C'est une solution où les maillons de la filière contribuent à la solution et où l'innovation technologique, avec aujourd'hui des satellites, avec des moyens techniques nouveaux qui permettent d'identifier sur le plan météorologique les moments qui sont à risque et où il faut traiter et les moments qui sont moins à risque ou pas à risque du tout et où il est inutile de faire un traitement préventif. Eh bien, on arrive à gérer cela et ce que l'on propose, c'est qu'il faut qu'il y ait, même si les décisions sont prises ailleurs, chez le Premier ministre, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, ailleurs, il y a un lieu où on peut préparer ces décisions parce qu'il y a une compétence, parce que tout le monde est là et parce que même si on s'empoigne de temps en temps dans ce lieu, c'est une bonne chose, eh bien, on discute pour arriver à sortir par le haut, à trouver des solutions. Alors, il y a un lieu où les décisions se prennent, c'est souvent Bruxelles. Oui. Donc là, il va y avoir, la politique agricole commune va être réenvisagée à horizon de 2020. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comment on peut aller vers une agriculture qui respecte à la fois la qualité, qui soit compétitive, et où les producteurs puissent en vivre décemment? Mais il est clair que la politique agricole européenne, elle va changer à la prochaine échéance qui est maintenant 2020. C'est à la fois loin, donc on a le temps de s'y préparer, et proche, il faut vraiment agir. Et l'enjeu, c'est d'abord qu'on ait une vraie politique européenne et non pas des renationalisations.
parce que dans ce grand ensemble, l'agriculture, c'est une force pour l'Europe, c'est une force pour la France bien sûr, mais c'est une force pour l'Europe, et il ne faut pas qu'il y ait des distorsions de concurrence interne qui conduiront à mettre des murs. Donc premièrement, il faut qu'elle soit européenne. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre les vrais sujets de demain et non pas les sujets d'hier. Un des sujets de demain, c'est comment est-ce qu'on gère le risque. Le risque climatique, le risque économique avec la plus grande volatilité des cours. C'est en traitant cette question-là que l'ONIC a vu le jour, en fixant des prix à l'époque au niveau national. Il faut remettre de la régulation. Il ne faut pas mais remettre de la régulation, il faut apporter aux producteurs et à la filière des outils nouveaux, des outils d'aujourd'hui pour gérer le risque. Ce sont des outils de nature fiscale, par exemple, pour lisser le revenu d'une année à l'autre, pour créer des provisions les bonnes années, pour ensuite les recycler les années moins bonnes. C'est des systèmes assurantiels vis-à-vis du climat, en faisant appel à des sociétés d'assurance privées ou mutualistes. Ce sont également des moyens européens pour arriver à gérer les risques de volatilité du prix. Eh bien, il faut arriver à concevoir ça. Pour concevoir ça, il faut un lieu où on en parle. On en parle non pas avec des postures, mais avec des propositions. Et l'un des lieux privilégiés, ça peut être France Agrimaire. Et vous êtes optimiste ? Je suis optimiste parce que, encore une fois, c'est un lieu qui a cette culture, c'est un lieu où il y a ses compétences, c'est un lieu où il y a tout le monde. Il faut simplement que les partenaires viennent dans cet état d'esprit. Aujourd'hui en France, c'est dont on manque finalement de lieux de concertation. On le voit dans bien d'autres domaines, le domaine social, on en parle en ce moment. C'est le cas pour le domaine agricole où on a la chance d'avoir ce lieu. Et il faut que les maillons de la filière, les producteurs, les transformateurs, les exportateurs, l'État, et l'État dans toutes ses composantes. Le ministère de l'Agriculture, je dirais que c'est naturel, mais le ministère de l'Écologie aussi, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce extérieur, les Affaires étrangères, investissent aussi ce lieu pour que les propositions qu'on élabore dans cette enceinte, non seulement elles soient réfléchies, mais qu'elles ne soient pas partiales, qu'elles répondent à la fois aux besoins de la filière, à la compétitivité et aux besoins de la société. Pierre-Olivier Drèche, je vous remercie. Merci.